Isabelle Coupet-Soubeyran, bonjour. Bonjour Thibault. Vous êtes maître de conférence à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste des questions de régulation financière, et je vous reçois dans le cadre de la série que nous réalisons avec le CEPI, dont vous êtes conseillère éditoriale, l'économie internationale en campagne. Alors justement, dans cette campagne présidentielle, il n'est plus trop question du monde de la finance. Est-ce qu'on a abandonné simplement l'idée de mieux encadrer le monde de la finance ? Pour le moment, effectivement, pas de déclaration fracassante sur le sujet. Les banques et la finance ne sont pas au cœur de cette campagne. Mais bon, pas totalement absente non plus. Pour les candidats qui ont fait des propositions, il s'agit notamment de mettre la finance au service de la transition écologique, de mettre en place un pôle de banque publique, de séparer les activités de banque de détail et de banque d'investissement, ou encore de contrôler la taille des banques, de pénaliser les paradis fiscaux, de renforcer les ratios prudentiels. Donc, bon, vous voyez, ce n'est pas rien. Pour autant, on ne trouve pas cela dans tous les programmes. Alors, si certains candidats n'ont pas intégré cette dimension dans leur programme, est-ce que cela veut dire que finalement, cette question de la régulation financière, c'est une question plus politique qu'économique ? À mon avis, ce serait une erreur de l'interpréter ainsi, et je vais même être encore plus claire, ce serait une erreur pour la droite de considérer qu'il s'agit d'un sujet de gauche. C'est un sujet éminemment économique, sur lequel d'ailleurs les études abondent depuis la crise. Alors certes, jusqu'à la crise, la monnaie, les banques, l'instabilité financière n'ont pas été, en tout cas pas tellement, au cœur de la macroéconomie dominante. Et on redécouvre aujourd'hui que les banques et la finance sont intrinsèquement instables, qu'une crise financière ne se résorbe pas d'elle-même, que faute d'investir suffisamment dans sa prévention, les dégâts qu'elle cause dans l'économie réelle sont extrêmement coûteux à réparer. Les travaux ne manquent plus sur les mesures à mettre en place pour rendre les banques plus solides, pour réguler l'amplitude du cycle financier. Donc il y a plein de choses maintenant auxquelles on peut se fier. Mais ces travaux, néanmoins, ils ont inspiré les dernières réformes, ou en tout cas les réformes qui ont été menées depuis la dernière crise financière de 2008. Oui, en partie, c'est vrai, vous avez raison. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de venir en discuter sur ce plateau. La qualité, la quantité des fonds propres qui sont pour les banques comme une éponge permettant d'absorber les pertes éventuelles ont été améliorées, renforcées. Des exigences de liquidité ont été introduites pour que les banques puissent mieux faire face à une rupture de liquidité sur le marché interbancaire. Les grands groupes bancaires, ces mastodontes bancaires sont aujourd'hui mieux contrôlés, mieux surveillés qu'auparavant. En Europe, on a aussi eu l'union bancaire, avec son objectif d'organiser à l'échelle européenne la surveillance des grands établissements, d'organiser également la résolution des difficultés bancaires et de mettre en place, même si on n'y est pas tout à fait, une garantie européenne des dépôts. Le problème, c'est que rien de tout cela n'est totalement achevé. Et ça ne suffira probablement pas à prévenir une nouvelle crise financière. Mais est-ce que l'une des raisons pour lesquelles on n'est pas allé jusqu'au bout, c'est peut-être parce que ces réformes peuvent aussi avoir des effets contre-productifs ? Ah, j'ai l'impression que le blabla des banques a encore bien fonctionné. Je me doute un peu de votre réponse, oui. C'est justement le contraire. En tout cas, c'est ce que semblent indiquer les travaux récents sur le sujet. Ceux de la BRI, par exemple, démontrent très clairement que les banques les plus capitalisées, celles qui ont le plus de fonds propres, sont celles qui consacrent la plus grande part de leurs ressources au crédit et qui ont le moins restreint le crédit pendant la crise. Ceux du FMI contribuent à montrer que la relation entre finance et croissance est bien plus complexe qu'on ne le supposait jusqu'à la crise. L'explication d'ailleurs est assez simple, c'est que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que plus de finance ne produit pas plus de croissance à l'infini. Et passé un certain seuil, eh bien, s'il grossit trop, le secteur bancaire et financier porte préjudice à la croissance parce qu'il devient plus instable, il engendre des bulles qui compromettent la croissance future une fois que ces bulles éclatent. L'excès
de développement du secteur bancaire et financier va aussi de pair avec des surprofits, des sursalaires, hein, si on compare aux autres secteurs. Et ça, eh bien, ça peut agir comme un aspirateur de talent et déformer profondément l'allocation des ressources humaines au détriment des autres secteurs de l'économie. Je voudrais que l'on parle du shadow banking. Son essor est une réalité depuis quelques années. Il y a beaucoup d'intervenants qui sont venus nous en parler sur Xerfi Canal. Est-ce qu'on peut lier cet essor du shadow banking à cet essor de la réglementation ? Le shadow banking, hein, qui regroupe des opérations, des institutions financières proches des banques sans être encadrées comme les banques, s'est développé bien avant la crise. Donc ça veut dire aussi bien avant les réformes. C'est même l'un des facteurs parmi d'autres de la crise financière de 2007. Et effectivement, les banques déversent une partie de leurs risques dans le shadow banking, mais ce n'est pas une moindre réglementation bancaire qui va résoudre le problème. Ce sont les liens entre banques et shadow bank que le régulateur doit chercher à défaire pour que ce shadow banking cesse d'être le déversoir des risques bancaires. Donc si je comprends bien, plus de régulation financière, c'est plus de stabilité financière, sans pour autant compromettre la croissance. Oui, tout à fait. Et pourtant, eh bien, c'est une nouvelle phase de dérégulation financière qui semble s'amorcer, à la fois en Europe, où la Commission européenne entend plutôt freiner les réformes bancaires, qu'aux États-Unis, où Donald Trump est bien décidé à défaire les lois Dodd-Frank. Et ça veut dire, si vous voulez, quand même, que même le candidat à cette élection présidentielle française, le plus résolu à resserrer la bride autour du secteur financier, devra faire face, s'il est élu, au vent contraire. Eh bien, merci beaucoup, Jésabel Coupé-Soubeyran, pour cet éclairage. Merci.